On dit souvent, quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui souffrent. Mais dans notre histoire, les éléphants s'appellent Washington, Pékin et New Delhi. Et les fourmis, ce sont vos frites. Oui, vos frites. Et ici, à Zoom Amérique, la seule chaîne qui croque l'actualité comme un Big Mac en plein meeting électoral, on va vous montrer comment un simple hamburger s'est transformé en arme de guerre dans la bataille pour le pouvoir mondial. Alors accrochez-vous, car aujourd'hui, on ne parle pas de diplomatie, on parle de nuggets diplomatiques. Bienvenue sur Zoom Amérique, votre repère favori pour décortiquer la politique américaine avec le mordant d'un café sans sucre et la satire qui fait grincer des dents à Wall Street comme au Capitole. Aujourd'hui, un sujet qui pourrait sembler sorti d'une parodie, sauf qu'il est bien réel. La Chine et l'Inde veulent taxer le fast-food américain jusqu'à 300%. Traduction, un Big Mac à Pékin coûterait presque autant qu'un dîner gastronomique. Résultat, Donald Trump s'empare du sujet, Washington monte au front, et le monde découvre qu'un hamburger peut devenir une bombe diplomatique. Alors dites-moi, est-ce qu'on a basculé dans un univers où la prochaine guerre froide se jouera au drive-in? Partie 1, la rumeur des 300%, quand un burger devient un drapeau. Imaginez un instant, vous êtes en train de croquer dans un Big Mac bien chaud, et soudain, un post viral vous tombe dessus, la Chine et l'Inde imposent 300% de taxes sur McDonald's. Bam, l'alerte circule plus vite qu'un coca renversé sur une table en plastique. En quelques heures, la rumeur explose. Vidéos TikTok, threads Reddit, chaîne YouTube en boucle, tout le monde en parle, tout le monde partage, et surtout, tout le monde croit avoir la vérité absolue. Mais prenons un pas de recul. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que Pékin et New Delhi ont vraiment décidé de transformer chaque Big Mac en produit de luxe, plus cher qu'une bague de fiançailles? Ou est-ce qu'on assiste plutôt à un remake moderne d'un vieux film de propagande? Faites peur avec un chiffre et regardez la planète courir? Car c'est bien ça, le pouvoir d'une rumeur numérique. Ce n'est pas seulement une info. C'est une arme. Une bombe virale capable de transformer un simple hamburger en un symbole de souveraineté nationale. Regardons la mécanique. Un chiffre énorme, 300%. Pas 50, pas 80. Non, 300%. C'est un chiffre qui frappe l'imaginaire. C'est comme dire qu'un Happy Meal vaudra bientôt plus qu'un loyer étudiant. Et ça marche. Car le cerveau adore les extrêmes. Personne ne retient une hausse de 7,2%. Mais 300%, ça, c'est du carburant pour la peur collective. Ensuite, le terrain était parfait pour que cette rumeur prenne feu. Pensez Y, la Chine et l'Inde, deux géants démographiques, deux marchés où McDonald's a investi des milliards, deux cultures où la restauration rapide américaine est à la fois un plaisir coupable et un symbole intrusif. Ajoutez à cela un climat mondial déjà tendu par les guerres commerciales, et vous avez un cocktail explosif. Ce qui devait n'être qu'un débat de tarifs devient soudain une bataille culturelle. Et les réseaux sociaux, eux, transforment ça en feuilleton. D'un côté, les défenseurs du « laisser les enfants manger leur cheeseburger tranquille ». De l'autre, les chevaliers du « il est temps de défendre nos traditions locales contre l'invasion des frites surgelées ». Mais le plus fascinant, c'est que cette rumeur a fait exactement ce que les gouvernements espéraient. Elle a planté un drapeau. Elle a transformé un logo rouge et jaune en un symbole politique. Ce n'est plus du bœuf, du pain et du fromage. C'est l'Amérique elle-même qui se retrouve servie dans une boîte en carton. Et c'est là où ça devient satirique, presque comique. On a transformé un sandwich en arme de guerre. On ne parle plus de missiles, de tanks ou de traités. On parle de ketchup, de cornichons et de nuggets. Et pourtant, la tension est réelle. Car derrière la farce se cache une réalité. Ces annonces, exagérées ou non, reflètent une volonté politique claire. Celle de dire à Washington, vos symboles ne circuleront plus librement chez nous. Alors posons la question qui fâche. Est-ce que ce chiffre de 300% est réaliste? Sur le plan strictement économique, non. Les tarifs douaniers peuvent grimper, parfois très haut, mais 300%, c'est plus une gifle symbolique qu'une mesure crédible. C'est une manière de crier « Regardez comme on est fort », plutôt qu'une vraie politique fiscale. Mais dans la guerre des symboles, peu importe la précision, ce qui compte, c'est l'impact psychologique. Le consommateur moyen, lui, ne se penche pas sur les communiqués ministériels. Il voit passer 3 cents pour cent et imagine son Big Mac à $20. Et là, l'effet est immédiat. Colère, peur, moquerie. Tout ce qu'il faut pour alimenter le débat. Et pour que la Maison-Blanche, de son côté, se sente obligée de réagir. Et c'est précisément ça, la beauté absurde de cette histoire. Une rumeur digitale peut forcer des gouvernements à entrer dans une spirale de surenchère. La Chine lance une pique, l'Inde suit, Washington s'énerve,
et soudain, on a des milliards de dollars qui s'évaporent en bourse. Tout ça parce que l'hamburger a été instrumentalisé comme si c'était une arme nucléaire miniature. Conclusion de cette partie et transition vers la suite. Voilà comment une simple rumeur de 300% est devenue une arme médiatique. Un chiffre gonflé, mais terriblement efficace pour polariser, pour diviser, pour enflammer les débats. Ce n'est pas seulement une question de tarif. C'est la transformation d'un menu en drapeau, d'une frite en barricade. Et la vraie question, c'est celle-ci. Qu'arrive-t-il quand cette guerre symbolique rencontre les chiffres réels? Quand les actions chutent, quand les agriculteurs perdent leurs contrats, quand les investisseurs paniquent? C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante, avec les données brutes et les coulisses financières d'un géant qui, pour la première fois depuis longtemps, vacille sérieusement. Partie 2 chiffres et stratégie McDonald's, le bilan qui grince. Ouvrons le grand livre. On y trouve des chiffres polis sur une ligne, et des inquiétudes qui crient en majuscules dans la marge. Sur le papier du premier trimestre 2025, la phrase est sèche. Les ventes comparables mondiales baissent d'environ 1%, et aux États-Unis, le cœur battant du business, la chute est plus nette, moins 3,6%. Ce sont des chiffres qui n'ont pas le goût du jour, pas une tragédie instantanée, mais suffisamment sérieux pour réveiller des directeurs généraux à 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se cache derrière ces pourcentages? D'abord, une chose simple et implacable, moins de clients qui passent la porte. Les consommateurs, pressés par l'inflation et par une prudence nouvelle, ont commencé à réduire les sorties. Là où McDonald's avait historiquement été le refuge économique, un repas rapide, pas cher, sur la promesse de valeur commence à perdre de sa force quand l'addition grimpe et que l'épicerie maison paraît moins coûteuse. Ensuite, l'entreprise a essuyé des coûts opérationnels qui ne se voient pas toujours dans un ratio. Un épisode sanitaire lié aux oignons a fragilisé la confiance de certains clients, et des rappels ont forcé des réajustements logistiques. Quand une chaîne repose sur des millions de préparations quotidiennes, un problème alimentaire se traduit non seulement en mauvaise publicité, mais aussi en perturbation directe des ventes et en coûts pour corriger la chaîne d'approvisionnement. Sur les marchés financiers, la réaction fut sensible mais mesurée. Après l'annonce des résultats, l'action a reculé, signe que les investisseurs lisent chaque glissade de fréquentation comme un potentiel domino touchant bénéfices, dividendes et confiance long terme. Ce n'est pas la panique absolue, mais c'est suffisamment sérieux pour que les analystes et les fonds surveillent la trajectoire. Comment répond McDonald's? En multipliant les leviers qu'il maîtrise, promotion de valeur, ajustement de menu et expérience produit. Le fameux 5$ meal deal et autres promotions sont des signaux clairs. On tente de ramener les clients perdus avec une promesse que le porte-monnaie reconnaît. C'est une tactique classique. Quand la demande vacille, baisser le prix perçu et espérer regagner du trafic. Le problème, c'est que cela grignote déjà les marges dans un moment où les coûts d'exploitation sont pressants. Parallèlement, l'équipe dirigeante a essayé un pari plus audacieux. Entrer sur le marché très rentable des boissons haut de gamme, un domaine largement occupé par d'autres acteurs. C'est là que COSMCS entre en scène. Ce petit laboratoire de boissons, lancé comme test, devait offrir des rafraîchissements spectaculaires et capter une clientèle plus jeune et plus dépensière. L'idée était brillante sur le papier, des marges élevées, un format léger, une nouvelle narration de marque. Sauf que le terrain du réel est souvent moins romantique que celui du PowerPoint. Après quelques mois d'expérimentation, McDonald's a décidé de fermer les boutiques COSMCS autonomes. Le concept n'avait pas démontré une traction suffisante pour justifier l'exploitation séparée. Mais l'échec n'a pas été jeté au feu sans enseignement. Les saveurs et les recettes qui ont intéressé le public seront intégrées, sous forme testée, dans une centaine puis plusieurs centaines de restaurants. Autrement dit, l'entreprise avoue, le format standalone coûte trop cher. La vraie opportunité est d'implanter ce qui fonctionne dans l'immense réseau déjà en place. Que traduit ce mouvement stratégique? Plusieurs leçons simples. Premièrement, McDonald's reste fidèle à ses forces, échelle, distribution, et capacité à déployer rapidement une offre nationale. Deuxièmement, l'innovation ne sera plus testée hors du réseau principal, mais comme pilote intégré, moins de risques d'image, plus d'économie d'échelle. Troisièmement, l'entreprise assume que la reconquête passera moins par des expériences séparées et plus par la transformation graduelle de son menu principal. Mais tout cela a un coût humain et financier. Les fermetures de formats test et la suppression d'une application dédiée signifient des investissements perdus et des coûts de restructuration. Les franchisés, eux, observent la danse. Ils encaissent la baisse de trafic, paient des loyers et supportent l'exécution quotidienne. Pour la maison mère, la réponse consiste souvent à promettre un calendrier d'amélioration et à réaffirmer des objectifs financiers. Pour le franchisé, la réalité reste le ticket restaurant à la fin du mois. Enfin, nous arrivons à la question des marges et de la dépendance aux marchés étrangers.
McDonald's a longtemps compté sur l'expansion internationale pour soutenir sa croissance. Quand des marchés clés montrent des signes de fragilité, qu'ils soient liés à des tensions politiques, à des campagnes de boycott ou à une modification du comportement des consommateurs, la stratégie globale s'en trouve ébranlée. Perdre terrain en Asie ne signifie pas seulement moins de ventes sur le sol distant. Cela réduit l'effet d'entraînement positif sur l'ensemble du modèle financier du groupe. Que reste-t-il pour la marque? 3 axes pratiques. Stabiliser d'abord. Garder les offres de valeur visibles pour ramener le trafic. Optimiser ensuite. Intégrer les innovations ayant prouvé leur valeur dans l'ensemble du réseau au lieu de multiplier des expériences indépendantes. Et enfin, reconfigurer le discours de marque pour reconquérir la confiance après les épisodes sanitaires et les fautes d'ajustement, en mettant l'accent sur la sécurité, la valeur et la nouveauté simple. Pour conclure cette partie, les chiffres racontent une histoire d'ajustement plus que de ruine. McDonald's n'est ni invincible ni anéanti. C'est une entreprise qui se trouve à un carrefour entre défendre son héritage de valeurs et réinventer ce qu'elle vend pour une nouvelle génération. Le prochain acte de cette pièce, celui où la géopolitique et les chaînes d'approvisionnement entrent vraiment en scène, déterminera si cette transformation suffit à empêcher la marque de perdre son avance. Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur de l'impact externe. Comment les tensions commerciales et les menaces de tarifs transforment des contrats agricoles et des lignes d'usine en enjeux politiques concrets. Préparez-vous, on passe de la comptabilité au champ, et ce sont des emplois qui tremblent. Partie 3, les coulisses géopolitiques, la guerre des frites. C'est là que l'histoire bascule. Nous ne sommes plus dans les chiffres d'un bilan trimestriel ni dans le destin d'un menu promotionnel. Nous sommes dans l'arène où les symboles deviennent des leviers politiques, et où un simple burger se retrouve enrôlé dans une guerre commerciale de grande ampleur. Quand la Chine et l'Inde agitent l'idée de surtaxer McDonald's, même de façon exagérée, ce n'est pas seulement un débat sur le prix d'un cheeseburger. C'est un signal diplomatique. Un message adressé à Washington. Vous voulez jouer au bras de fer économique? Très bien. Nous allons cibler vos icônes les plus visibles. McDonald's n'est pas seulement une entreprise. C'est une ambassade officieuse de l'Amérique, une enseigne qui transporte avec elle un style de vie, une image, une influence culturelle. Taxer un hamburger, c'est une manière de taxer l'Amérique sans dire son nom. Dans les coulisses, les enjeux sont plus lourds. Prenons les filières agricoles. Derrière chaque burger se cache une chaîne d'approvisionnement immense. Blé pour les pains, soja pour l'alimentation animale, viande bovine, emballage en carton, huile végétale, et j'en passe. Si un pays décide de compliquer l'accès à McDonald's, il touche aussi des centaines de producteurs, d'exportateurs et de transporteurs. Une décision politique sur une frite peut donc mettre en péril des contrats de plusieurs millions de dollars pour des agriculteurs qui n'ont rien demandé. C'est là toute la perversité de la situation. Le consommateur moyen voit une affiche de menu plus cher. L'investisseur observe une action qui recule. Mais au niveau microéconomique, ce sont des producteurs de pommes de terre dans l'Iowa, des fournisseurs de volailles au Texas, des imprimeurs d'emballage à Chicago qui se retrouvent pris en otage dans un conflit où ils n'ont aucune voix. Et ne vous y trompez pas, ce genre de bras de fer est calculé. Pékin comme New Delhi savent très bien que s'ils veulent faire pression sur Washington, il suffit de toucher des icônes comme McDonald's, Starbucks ou Coca-Cola. Pourquoi? Parce que ce sont des marques qui parlent directement à l'opinion publique. Une baisse de contrats d'armement ne fera pas descendre les foules dans la rue. Mais des hamburgers plus chers ou des boycotts visibles, ça, c'est une image que les citoyens retiennent. Et donc un message que les dirigeants ne peuvent pas ignorer. Mais l'arme est à double tranchant. Car McDonald's n'est pas qu'un symbole américain. C'est aussi un employeur local, un investisseur direct, une source de revenus fiscaux pour les pays hôtes. Bloquer ou surtaxer l'entreprise, c'est aussi prendre le risque de pénaliser ses propres travailleurs, ses franchisés et ses consommateurs. Et c'est là que la satire devient évidente. Nous avons des gouvernements qui transforment des restaurants en champs de bataille, tout en sachant que leurs propres citoyens seront les premiers à encaisser la facture. Alors, comment McDonald's navigue dans cette tempête? Avec une stratégie faite d'équilibre instable. D'un côté, la direction affirme sa neutralité. Nous sommes une entreprise de restauration, pas un outil politique. De l'autre, elle doit accepter que chaque geste de sa part est interprété à travers un prisme géopolitique. Une ouverture de restaurant en Inde? Un signal. Une fermeture temporaire en Chine? Une provocation. Même le choix d'un ingrédient local peut être lu comme un message diplomatique. Et c'est précisément là que réside la fragilité du modèle. Tant que McDonald's représentait la mondialisation joyeuse des années 1990, il profitait de son image d'universalité. Aujourd'hui, dans un monde fracturé par les tensions commerciales et nationalistes, cette même universalité devient une faiblesse.
Chaque pays veut que le burger parle sa langue, défende ses intérêts, incarne sa fierté. McDonald's, au lieu d'un symbole global de convivialité, devient un miroir où chacun cherche sa revanche. Le spectateur attentif peut se poser une question. Pourquoi ne pas réduire la dépendance à ces marchés politiquement risqués? Pourquoi ne pas se recentrer sur l'Amérique du Nord et l'Europe? La réponse est simple. Parce que la croissance se trouve ailleurs. Les marchés matures stagnent, saturés. La Chine et l'Inde représentent la jeunesse, la démographie, la consommation future. Renoncer à ces territoires, ce serait admettre que la marque a atteint son plafond. Ce serait abandonner l'ambition mondiale. Et ça, pour un géant de cette taille, c'est impensable. Voilà le paradoxe satirique. McDonald's est coincé dans une équation où il est à la fois indispensable et indésirable. Les gouvernements l'utilisent comme levier politique. Les consommateurs l'adorent et le critiquent en même temps. Les investisseurs exigent une croissance mondiale alors que les terrains de cette croissance sont minés par des conflits diplomatiques. Un burger n'a jamais porté autant de contradictions. Alors, que se passe-t-il ensuite? C'est là que la transition vers la partie suivante s'impose. Après avoir vu comment les rumeurs et les chiffres se transforment en diplomatie alimentaire, il est temps de plonger dans la vraie question. Jusqu'où peut aller ce bras de fer? Quand une guerre commerciale choisit ses symboles, à quoi ressemble la prochaine étape? Et surtout, que reste-t-il du consommateur, coincé entre la stratégie des États et la survie des multinationales? Partie 4. Les scénarios du futur. Quand le burger devient champ de bataille permanent. À ce stade, la question n'est plus de savoir si McDonald's traverse une crise. La vraie question est, quelle forme va prendre l'avenir? Et c'est là que tout devient croustillant, comme une frite plongée dans une huile bouillante trop longtemps. Parce que 3 scénarios se dessinent, et chacun a le potentiel de redessiner non seulement le destin d'une enseigne, mais celui de l'influence américaine dans son ensemble. Premier scénario, l'Amérique serre les dents et double la mise. Washington, sous la houlette de Donald Trump, maintient sa ligne dure. Pas de concessions, pas de recul. Si la Chine et l'Inde veulent tripler le prix d'un Big Mac, très bien. L'Amérique répond par des taxes sur l'acier, l'électronique, et pourquoi pas demain sur les voitures électriques. Résultat, McDonald's devient moins un fast-food qu'un symbole patriotique. Acheter un menu, ce serait presque voter avec son estomac. Le problème? Ce patriotisme a un coût. Le consommateur américain, déjà étranglé par l'inflation, pourrait se retrouver avec un smartphone hors de prix, un réfrigérateur qui coûte une fortune, et cerise sur le sundae, une augmentation du prix de son propre menu préféré. Autrement dit, défendre le drapeau avec une frite à la main, c'est noble, mais ça pique au portefeuille. Deuxième scénario, le pragmatisme. Les tensions s'apaisent, Pékin et New Delhi allègent leurs restrictions, Washington ajuste ses représailles, et chacun sauve la face. Dans ce cas, McDonald's respire un peu, retrouve une partie de ses marges et poursuit son expansion. Mais ce compromis a un prix. Politiquement, Trump devra encaisser les critiques. On l'accusera d'avoir plié face à 2 géants asiatiques, d'avoir troqué la souveraineté contre des hamburgers. Et là encore, satire oblige, on peut déjà imaginer les slogans « America First », sauf au drive-in. Pourtant, ce scénario offrirait un répit aux agriculteurs, aux usines et aux marchés financiers qui ne veulent pas d'un autre choc tarifaire. Troisième scénario, la fragmentation. Le pire pour McDonald's, mais peut-être le plus réaliste. Ici, la Chine et l'Inde ne reculent pas. Les briques resserrent les rangs. L'Europe reste divisée, incapable de suivre aveuglément Washington. Et les consommateurs, eux, transforment le boycott en habitude. Dans ce cas, McDonald's cesse d'être un géant global et devient une enseigne parmi tant d'autres, fragmentée, réduite à des niches régionales. Ce serait un véritable séisme pour le soft power américain. Le burger comme vecteur d'influence culturelle serait remplacé par une mosaïque de marques locales. Et dans l'histoire, McDonald's passerait du statut d'icône mondiale à celui de vétéran nostalgique de la mondialisation. Ce qui rend ces scénarios fascinants, c'est qu'aucun n'est indolore. Dans chaque cas, quelqu'un paie la facture. Dans le premier, c'est le consommateur américain. Dans le second, c'est la crédibilité politique de la Maison-Blanche. Dans le troisième, c'est le modèle même de l'influence américaine. 3 portes, 3 pièges. Et McDonald's n'a pas la clé. Mais au-delà de ces projections, il faut voir ce que cela révèle. La crise McDonald's, ce n'est pas qu'une histoire de fast-food. C'est un miroir tendu à la mondialisation. Pendant des décennies, on a présenté la chaîne comme le symbole d'un monde connecté, standardisé, où un burger goûtait la même chose à New York, Paris ou Shanghai. Aujourd'hui, ce modèle uniforme est attaqué de toutes parts.
Les nations veulent reprendre le contrôle, les consommateurs cherchent l'authenticité, et les gouvernements transforment les logos en cibles diplomatiques. Et voilà où le ton satirique prend toute sa place. Parce qu'il faut bien voir l'ironie. Un siècle après que les guerres se soient jouées autour du charbon, de l'acier ou du pétrole, nous voilà en train de nous battre, pour un sandwich. Des négociations diplomatiques suspendues au prix d'un Happy Meal. Des milliards de dollars de contrats agricoles dépendant du destin d'un cornichon dans un emballage carton. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Alors, quel que soit le scénario qui l'emporte, une certitude s'impose. Ce conflit dépasse largement McDonald's. Il redéfinit la façon dont les États perçoivent les marques et les utilisent comme armes. Dans ce contexte, la frite n'est plus seulement un accompagnement, c'est une balle perdue dans une guerre culturelle mondiale. Et c'est ici que nous devons préparer la transition. Parce que derrière ces batailles symboliques, il y a une autre réalité, bien plus concrète. Celle des fermes américaines, des usines locales et des fonds de pension qui encaissent déjà les coûts. Dans la prochaine partie, nous irons voir comment la douleur s'installe au cœur même de l'Amérique profonde, là où chaque frite produite, chaque litre de lait, chaque bœuf engraissé dépend d'un marché désormais sous tension. Au final, ce qui se joue ici dépasse de loin McDonald's. Ce n'est plus l'histoire d'un menu trop cher ou d'un projet de boisson abandonné. C'est le récit d'une transformation mondiale, où les marques américaines cessent d'être de simples entreprises pour devenir des cibles, des symboles, des drapeaux de ralliement. Le burger est devenu un champ de bataille, la frite une arme de persuasion, et le Happy Meal un luxe diplomatique. Alors, la question est simple. L'Amérique doit-elle défendre ses icônes coûte que coûte, ou accepter qu'aucun logo n'est immortel? CTA final. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que McDonald's survivra à cette guerre des symboles, ou que l'empire du fast-food est en train de s'effriter sous nos yeux? Votre avis compte, car l'histoire n'est pas écrite. Si vous avez aimé cette plongée sans concession dans les coulisses du pouvoir, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à Oumamérique et activez la cloche. Ici, on ne vous sert pas des nouvelles tièdes, mais des analyses brûlantes, croustillantes, et toujours relevées d'une bonne dose de satire. À très vite pour un nouveau chapitre de cette saga où, croyez-moi, les frites ne sont qu'un début.